Alors, bonjour, bon matin tout le monde. On va commencer tout de suite avec notre session Next Steps in Literacy Instruction en français. J'espère que vous avez bien passé des bonnes vacances, des bonnes congés de mars. Moi, je suis allée à la plage à Cuba et ça fait à peu près un bon 3 semaines depuis que je parle français. Alors, je vais faire ce que je peux ce matin. Ça me manque un peu de pratique, mais on va aller. Alors, on est rendu à notre cinquième session ce matin. On va commencer avec notre reconnaissance territoriale. Nous reconnaissons que Dyslexie Canada et IDEA Ontario desservent les citoyens sur tous les territoires traditionnels des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans tout le Canada. Nous reconnaissons et apprécions profondément leurs liens historiques avec notre pays. Cette reconnaissance nous rappelle nos responsabilités envers nos relations et les terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons, nous partageons et nous vivons. Alors, bonjour, bon matin. On est rendu à notre cinquième chapitre. On achève, ça s'en vient bientôt. Et aujourd'hui, on va parler de la fluidité. Et j'ai pensé vraiment, avant de commencer, de prendre un peu de recul et de regarder d'où nous venons et où nous allons. Nous sommes rendus aujourd'hui à notre cinquième session sur 8 et toutes nos sessions précédentes sont enregistrées. On est en train de tout changer sur le site web de Only et vous allez pouvoir tout trouver dans la section français qui s'en vient bientôt. En plus, tous les diapos vont être affichés sur le site web, alors vous pouvez vous rattraper ou même mener une étude de livre dans votre conseil dans vos écoles. J'en fais un en ce moment avec mes enseignants et c'est vraiment de l'apprentissage professionnel super importante et en ligne avec notre nouveau curriculum en anglais et en français, pas français immersion. Sur la diapo, vous verrez la structure des séances d'études et du livre. Alors, les chapitres 1 et 2 ont commencé notre apprentissage et on a parlé de l'évaluation qui guide l'enseignement et à quoi cet enseignement devrait ressembler et les raisons qui le motivent. Ensuite, les chapitres de 3 à 7 sont chacun basés sur l'une des 5 grandes composantes de la lecture. Alors, on a commencé avec la conscience phonémique. On a fait la phonétique juste avant notre pause pour les congés. Et on est rendu aujourd'hui à la fluidité. La semaine prochaine, dans 2 semaines, je vais vous voir live de la conférence de OMLTA. Alors, je vais être là. Puis, on va parler de la compréhension en lecture. Ensuite, le 20 avril, le vocabulaire. Et le 4 mai, on va finir avec tisser les liens pour promouvoir la lecture tout au long. Ouais, on va tout lier ensemble là. Et nous avons encore un prix ce matin. Le prix encore aujourd'hui est l'accès au cours à les fondements essentiels à l'enseignement de la lecture, de l'écriture et de l'orthographe. Alors, restez jusqu'à la fin de notre session pour voir qui a gagné. Ce matin, on examine de plus près le chapitre 5. Nous approfondirons ce qu'on entend par fluidité de la lecture. On va parler de comment l'évaluer. On va parler un peu de comment dispenser un enseignement ciblant le développement de cette compétence clé. Alors, on continue avec notre premier point. Alors, on va commencer par une citation qui développe cette idée et qui, d'une certaine manière, résume l'ensemble du chapitre. Et c'est que la fluidité en lecture est décrite par les chercheurs comme étant complexe et multiforme et ne se définit pas simplement comme une lecture rapide. Utilisons cette idée comme point d'ancrage de notre réflexion au fur et à mesure que nous avançons dans notre travail sur la fluidité ce matin, parce que la fluidité de la lecture n'est pas simple et il ne s'agit pas simplement de lire vite. En fait, il s'agit souvent d'une idée fausse que les éducateurs et les élèves se font de la fluidité. La fluidité est importante pour la lecture et la compréhension d'un texte. C'est aussi une attente spécifique dans notre nouveau programme de français. Alors, c'est l'attente B 2.8. Voici une définition de la fluidité adaptée des travaux de Jan Hasbrook et Deb Glaser.
Il s'agit d'une excellente définition qui englobe tous les aspects de la fluidité, mais qui est aussi directement liée à la motivation de l'élève, en affirmant que la fluidité est un élément essentiel de l'apprentissage qui conduit à une compréhension précise et profonde et à la motivation de lire. Si on considère que la fluidité est complexe et multiforme, comme on a dit avant, il faut savoir que la fluidité telle qu'elle vient d'être définie dans la diapo précédente et se compose de trois éléments, la précision, le débit et l'expression, c'est-à-dire la capacité à lire des textes avec une précision raisonnable, à un rythme naturel et avec une intonation appropriée. À mesure que la fluidité de l'élève devient un peu plus naturelle, il ou elle lit avec intonation en tenant compte de la ponctuation et se libère les ressources cognitives et ça peut contribuer un peu plus à la compréhension. Une lecture fluide, juste et expressive favorise la compréhension de l'écrit. Alors, nous savons qu'il existe une large base de recherche couvrant plusieurs décennies qui soutient la mesure de la vitesse et de la précision ou de la fluidité de la lecture orale à l'aide de mesures basées sur le programme scolaire. Alors, en anglais, c'est des CBM, des Curriculum-Based Measures, telles que celles auxquelles les auteurs se réfèrent dans le livre. Et en français, ce qu'on utilise, c'est Acadience Reading français, ce qui était anciennement connu comme IDAPEL. Nous administrons des CBM ou des outils de dépistage universel, si vous vous souvenez de notre première session, pour déterminer le risque. Oui, pour répondre à la question qui est-ce qu'on devrait, euh, peut-être qu'ils ne sont pas rendus au au point de repère. Oui, c'est où et quel élève ou système ou classe ou école ou conseil risque de ne pas atteindre la compétence à l'avenir et ont besoin d'une intervention le plus tôt possible. Si vous souhaitez un peu plus de détails, je vous recommande de consulter, on a une série, Becoming a Literacy Leader, de IDEA. C'était de l'automne dernier. Je n'ai pas le lien avec moi, mais si vous allez sur le site de IDEA ou sur le site de Only, vous pouvez voir The Literacy Leader Series. C'est en anglais, mais ça peut vous aider un peu plus. Les évaluations de la fluidité de la lecture orale sont administrées pour la première fois au milieu de la première année. Alors, dans Acadience Reading français, un élève lit 3 passages pendant 1 minute chaque et ça nous donne 2 scores. Un, c'est le pourcentage de précision qui est obtenu et on fait ça en calculant le nombre de mots lus correctement par minute divisé par le nombre total de mots lus. Alors, si notre élève lit 3 passages, comme dans Acadience Reading français, on prend la moyenne des 3. L'autre score qu'on va avoir, c'est un score ou un taux d'automaticité. Et c'est ici que c'est mesuré par le nombre de mots lus correctement pendant 1 minute. Je vais mentionner également que Acadience, par exemple, est un CBM, un Curriculum-Based Measure, un dépistage, qui comprend une composante de récitation orale après chaque passage. Il explique que cette relecture orale a 2 raisons d'être. Pour attraper ceux qui crient les mots, c'est-à-dire les élèves qui décodent bien, mais qui ne comprennent pas, et pour faire comprendre aux élèves que l'objectif ultime est de donner un sens au texte. Mais même sans le relecture, même sans les réflexions, on sait que le nombre de mots corrects lus par minute est en soi fortement corrélé à la compréhension de la lecture. OK, notre deuxième point clé ce matin. Pour devenir des lectures fluides, les élèves doivent atteindre un niveau d'automatisme dans les mécanismes de la lecture. C'est la conscience phonémique, décodage, reconnaissance des mots et accès au sens du mot. Une fois que l'élève est un lecteur fluide et que la tâche exigeante du décodage est automatique, l'énergie, l'effort, la concentration peut être orientée vers la compréhension.
du matériel qu'on a lu. La fluidité en lecture à haute voix va au-delà de l'habilité de lire des mots dans une liste et ne concerne pas la vitesse avec laquelle le lecteur lit. La facilité en lecture orale, ça s'appelle ça en IDAPL, facilité en lecture orale ou le flow, se décrit comme le point de convergence entre la reconnaissance instantanée du code phonétique, alors précision et automaticité de reconnaissance des lettres et des sons, et l'efficacité dans le décodage automatique des mots où la lecture se fait relativement sans effort, car l'élève dirige son attention sur la compréhension. Alors, c'est ça notre définition. La fluidité de la lecture, c'est un facteur prédictif qui est important pour la compréhension de la lecture. En fait, pour les élèves à tous les niveaux, mais en particulier pour les élèves qui commencent à apprendre à lire, la vitesse de lecture orale est fortement corrélée à leur capacité à comprendre les textes simples et complexes. Les auteurs mettent en garde le fait qu'on conclut parfois prématurément et tard que lorsqu'un élève obtient des résultats inférieurs à la norme en matière de fluidité, c'est qu'on doit donner de l'enseignement concentrant uniquement sur la fluidité en lecture. Ce n'est pas vraiment le cas. Um, on fournit à l'élève une abondance de lecture répétée pour qu'il s'exerce et ça ne doit pas seulement être notre seule réponse pédagogique. On doit aussi examiner de plus près la précision. Et c'est ici on veut pas sacrifier, désolé, les mots en français à matin, oui. Nous ne voulons jamais sacrifier la précision pour améliorer la vitesse. Oui. La précision doit toujours être ce qu'on a besoin. On commence avec la précision. Si la fluidité est essentielle, elle est le résultat de l'application automatique de nombreux processus et sous-compétences coordonnées. Alors, on va voir ça de plus près ici et on va poursuivre avec l'idée que la vitesse de lecture orale est fortement corrélée à la capacité d'un élève de comprendre un texte. Et c'est ici, le diapo ici, ça nous montre un peu plus de détails avec les résultats d'une étude qui a utilisé la fluidité en lecture orale pour déterminer le niveau de compréhension d'un élève. Et l'équipe de recherche a constaté que les scores de fluidité de la lecture orale étaient plus corrélés à la compréhension de la lecture que d'autres évaluations de compréhension, telles que poser des questions, le rappel, de raconter à nouveau un passage ou de faire comme un tâche de type close, de remplir les blancs avec un mot correct pour dégager le sens. Alors, si on voit les chiffres qui sont là, dans le domaine de la recherche, si on considère qu'une corrélation parfaite est 1,0, on peut voir que notre 0,91, c'est considéré comme incroyablement fort. OK. Nous entendons souvent dire que la fluidité est le pont vers la compréhension, mais on doit nous rappeler que la relation entre fluidité et compréhension de la lecture est réciproque. Alors, l'amélioration de l'une influe l'amélioration de l'autre. Ce n'est pas un pont de sens unique. Alors, je vais vous laisser jouer un peu avec les scores. On va aller dans des salles de réunion, dans des salles de breakout pour nous engager dans une tâche. Alors, c'est moins d'une discussion ce matin, un peu plus d'une tâche, dans des groupes de 2, peut-être 3. Comme toujours, avant d'expliquer la tâche, je vais juste vous donner l'occasion de lire les normes alors que je vais faire une petite pause. Vous allez lire ce qui est là. Alors, comme toujours, on vient de des places différentes, on a des différentes expériences. Alors, être ouvert à apprendre, à discuter. Et on va parler de notre cas. Alors, dans vos salles de réunion, on va examiner aujourd'hui une étude de cas et on va utiliser l'arbre de décision pour répondre aux questions posées. Alors, je vais vous mettre ça dans
Je vais le projeter dans la salle. Et on a besoin de l'arbre de décision comme ça. MJ, est-ce que tu l'as? Je ne t'ai pas donné le lien, j'ai oublié de te donner le lien. C'est sur le site. Je vais voir si je l'ai collé en bas. Je pense pas que je l'ai collé. Ah ben, on va le trouver. On va le mettre dans le chat. Alors, c'est ici, c'est du site Only et c'est ici que vous allez faire des décisions, soit où l'élève est rendu, s'ils sont faibles ou habiles et quelles sont les prochaines étapes. Et vous allez regarder l'arbre de décision en ligne avec le cas de Eldisha, qui est une élève de deuxième année qui travaille fort et qui a une attitude positive à l'égard de son propre apprentissage. À ce stade de l'année, Eldisha a atteint le point de repère pour l'automatiser, mais est bien en dessous du point de repère pour la précision. Alors, les points de repère qui sont sur la page ici viennent de IDAPEL pour deuxième année. Alors, vous allez dans vos groupes utiliser l'arbre de décision pour vous guider dans vos déterminations des prochaines étapes de l'enseignement ou de l'intervention pour cet élève. Et vous allez ensuite discuter des stratégies que vous pouvez utiliser pour soutenir la lecture d'Edisha et pourquoi. Alors, on a bien des activités commençant à la page 157 que vous pouvez voir. Et on va vous envoyer dans les groupes. Je vais projeter l'écran ici comme ça et on va vous trouver l'arbre de décision et le mettre dans le chat. Bonjour, rebonjour tout le monde. J'espère que vous avez eu une bonne discussion au sujet de ce que vous allez faire avec Eldisha. J'espère que vous avez reçu l'arbre de décision et que c'est ouvert ou que vous l'avez vu sur l'écran. Est-ce que quelqu'un veut partager? Non? Je peux. Comptez sur Alors, moi, Pam, oui, toujours bonne j'étais réponse. le Oui. silence. Donc, il n'y avait rien de pire que le silence dans cette réunion-là. Alors, qu'est-ce que vous Alors, avez discuté? oui, on était très chanceux. On avait un orthophoniste avec nous aussi. Alors, Oh, on a bien profité d'entendre des stratégies en termes de. On parlait beaucoup de. Alors, si, par exemple, là, du côté lab décision, si précision, on n'est pas là encore, ça veut dire qu'on a besoin de regarder encore plus où sont les besoins du côté phonème-graphème. Mais aussi du côté fluidité, en termes de la rapidité, ça ne va pas bien. C'est avoir peut-être la phonétique, mais aussi la conscience phonémique. mhm. Et puis peut-être travailler comme la fusion des sons d'aller. Mais on a été suggéré aussi de travailler du côté syllabe, puis aussi à bien connaître les mots plus fréquents. Alors, d'être capable de lire des mots comme Oui, sans hésitation. Alors, on a l'authenticité de ce côté-là. Alors, il y a beaucoup à faire, vraiment. C'est travailler la correspondance phonème-graphème, la fusion, et puis aussi de faire pousser les élèves. Surtout au début de deuxième année, peut-être ils sont encore rendus au point où ils font son, mot, son, mot. Alors, de leur forcer à lire des mots sans arrêter. c'est ça. C'est exactement ça que je voulais faire avec le cas d'étude, c'est que on voit souvent qu'on a des problèmes de fluidité et on dit, ben, on va pratiquer la fluidité. Puis on va continuer de pratiquer la fluidité. Mais des fois, on doit reculer un peu pour voir quels sont les problèmes. Et si les problèmes sont autour de précision, on doit évaluer la phonétique. On doit regarder encore un peu la conscience phonémique pour savoir qu'est-ce que l'élève a besoin pour être capable de lire les mots. Oui? Euh, Dans ce cas, on doit administrer encore la diagnostic phonétique, comme vous avez dit, pour identifier s'il y a des lacunes et planifier en conséquence un enseignement aligné avec ces pratiques. Alors, juste pour dire encore le dépistage, on doit se rappeler que les données du dépistage ne sont qu'un élément. Oui, des informations, mais on a besoin d'interpréter toujours tous les données dans le contexte de l'observation qu'on a dans la salle de classe et qu'on fait la triangulation des données dans le cadre de la résolution des problèmes pour avoir une image claire des points forts et des besoins de nos apprenants, de nos élèves. Alors, on va prolonger un peu cette idée de prochaines étapes pédagogiques et on va voir un modèle d'apprentissage et d'enseignement. Ce n'est pas nécessairement directement lié à la littératie, mais c'est la hiérarchie pédagogique de Herring et Eaton. Et encore, ce n'est pas spécifique à la fluidité, mais
Ça vaut la peine de l'inclure parce que c'est un modèle d'apprentissage et d'enseignement, puis ça nous donne une vision un peu plus large. Et l'idée principale, vraiment, c'est que les élèves passent par les trois phases lorsqu'ils apprennent quelque chose de nouveau. Alors, on a l'acquisition, la fluidité et la généralisation et l'adaptation. Alors, ce code relie les performances des élèves aux décisions et actions pédagogiques. Alors, lorsque les élèves sont dans la phase d'acquisition, leur performance peut être laborieuse, oui, comme on a dit, tous les sons ou tous les mots, les mettre ensemble. Um, Ça peut être lent, ça peut être hésitante, avec un faible taux de réponse et probablement un taux d'erreur élevé. L'objectif de l'enseignement ici, c'est d'améliorer la précision, notamment par des incitations fréquentes, un retour d'informations immédiat et beaucoup d'exemples et peut-être même des non-exemples. Um, et on va contrôler la présentation de la tâche afin que les élèves s'entraînent avec succès à donner des réponses correctes. Lorsque les élèves sont dans la phase d'apprentissage de la fluidité, développement de la fluidité, ils ont tendance à être précis mais lents. Alors, les erreurs ont tendance de se dissiper et l'objectif est alors de développer la fluidité en termes de précision et rapidité. Encore, c'est pas d'aller le plus vite possible, mais d'avoir un bon taux. Et ça peut se traduire par des intervalles de pratique, des occasions de répondre, euh, peut-être un retour d'informations différées. Euh, oui, quand on est rendu ensuite à la généralisation et l'adaptation, ici, nos élèves sont fluides, sont précis, sont rapides. Et ici, on veut leur donner l'occasion de s'appliquer et de résoudre des problèmes en utilisant des tâches variées. Et on veut, c'est enlever un peu les soutiens. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'une activité pédagogique doit correspondre à la phase dans laquelle se trouve l'élève. Oui, notre travail consiste vraiment à comprendre où sont nos élèves et concevoir un enseignement spécifique adapté à cet élève dans cet espace. Oui, je fais une petite pause. Je vais vous laisser lire le diapo. Alors, on sait qu'une fois qu'un élève lit couramment, alors c'est-à-dire qu'il lit avec précision, c'est un rythme approprié, ça signifie que la tâche exigeante du décodage est automatique et qu'il peut consacrer plus d'énergie et de concentration à la compréhension de ce qui est lu. Et bien, lorsqu'on comprend, on peut avoir une expérience agréable. Et c'est ça le but, oui, oui, comprendre, c'est le but, mais aussi d'avoir du plaisir à lire. Nous voulons que nos élèves développent ce plaisir de la lecture ou, à tout le moins, qu'ils fassent l'expérience. On sait que c'est difficile pour les élèves pour les élèves d'éprouver du plaisir ou de la joie à faire quelque chose qui est difficile. Oui. Alors, on peut voir sur le diapo, c'est un exemple de l'effet Matthieu. C'est une référence biblique et ça fait référence aux riches qui s'enrichissent et aux pauvres qui deviennent plus pauvres. Les auteurs affirment que la recherche et le bon sens nous apprennent que les bons lecteurs lisent beaucoup plus que pas de bons lecteurs. Oui. Ce diagramme ne fait que souligner l'impératif moral d'un dépistage précoce et d'un enseignement efficace fondé sur la recherche et guidé par le dépistage. L'acquisition d'une lecture fluide déclenche un cycle de rétroaction positive. Ceux qui lisent davantage s'améliorent davantage et sont exposés à davantage de vocabulaire et ainsi de suite. Alors, une fois encore que l'idée que les riches s'enrichissent. La lecture est difficile pour nos lecteurs en difficulté et les motiver à lire, c'est un peu plus d'un défi. Ils ne choisissent pas souvent de lire, ouais. Et en lisant moins, et encore, ça continue les pauvres deviennent plus pauvres, oui. C'est difficile pour nos lecteurs en difficulté de rattraper leur retard. Alors, c'est vraiment important qu'on a un enseignement général fondé sur la recherche,
et qu'on peut identifier de manière rapidement et fiable les élèves qui ont besoin de plus d'aide. Malheureusement, nous savons que les lecteurs en difficulté n'ont pas le temps. Ils ont besoin de tout ce qu'on a pour les aider tout de suite. Alors, un mot sur le dépistage précoce et sur l'identification des élèves susceptibles d'avoir des difficultés et sur la nécessité de les repérer rapidement et sur l'importance du dépistage précoce. Alors, quelqu'un a demandé le nom du test dans le chat. Alors, c'est IDAPEL en ce moment. Ça change pendant cette année. En automne, ça va être Acadians Reading français. Alors, c'est la même chose. Et le test, c'est facilité en lecture orale. Alors, le flow, c'est facilité en lecture orale et c'est dans le dépistage en deuxième année. Et dans le test de flow, les élèves vont lire des passages, des textes à leur niveau pour 1 minute et on va compter le nombre de mots lus correctement dans 1 minute. Et on va aussi compter le taux de précision. Et c'est ça, les mots qui ne sont pas lus correctement comparés au nombre total. Il y a beaucoup de malentendus sur le dépistage précoce et les points de référence qui sont fournis, les points de repère. Et on a fait un webinaire avec Alain Desrochers et je pense que MJ peut mettre le lien dans le chat à quelques points si vous voulez aller voir le webinaire. Um, on attend encore l'accès public à Acadians Reading français, mais je voulais vous montrer, pour ceux qui ont fait l'entraînement de IDAPEL, vous avez déjà accès ici à IDAPEL. Alors, les données ici viennent d'un conseil en Ontario qui utilise IDAPEL comme un outil de dépistage avec les élèves d'immersion. Alors, ce n'est pas des élèves en français, c'est en français immersion ici. Alors, jetez un coup d'œil sur les colonnes entourées par l'ovale et regardez les colonnes des mots corrects par minute et de précision. Et c'est leur deuxième année qu'ils travaillent avec le dépistage précoce, avec IDAPEL, et ont déjà vu beaucoup de changements dans les scores de flow. Et c'est moins les points de repère qu'ils utilisent et plus qu'ils utilisent les données des élèves qu'ils ont en comparaison. Et comme ça, ils ont changé leur enseignement et ils ont déjà vu plus de verts. Alors, c'est la deuxième année qu'ils ont effectué le dépistage et qu'ils ont utilisé les données qu'ils ont reçues pour informer l'enseignement. Et encore, ce n'est pas des écoles francophones, c'est des élèves en français immersion. Alors, dans les cas où on pense que les points de référence sont hors de ce que nos élèves peuvent faire, on peut voir ici, parce que c'est français immersion, on peut considérer les données comme pas seulement un jugement. Oui, on peut les utiliser pour notre enseignement, on peut les comparer, on peut les utiliser pour développer des compétences de lecture, on peut les utiliser, comme on a vu dans l'exemple, pour voir c'est les mots corrects comparés à la précision pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire avec nos élèves. Alors, c'est moins comme un jugement, c'est moins comme dans l'optique Oui, Pam? Juste en regardant leurs données, c'est super intéressant à voir, à comparer la facilité des mots lus, des non-mots, je m'excuse, comparé aux mots corrects. C'est Mhm. ça qui est super intéressant à regarder, que cet élève, il y avait comme surtout les uns qui sont verts en nombre de mots lus corrects, mais Mhm. puis en termes de nombre de sons corrects, comme c'est vraiment, excuse-moi, c'est vraiment Ah, intéressant à en voir. deuxième année, ils doivent lire le Oui. mot. Ils ne peuvent pas faire Ouais. les sons. Oh! Alors, Alors, pour ils les doivent dire le non-mots mot. en deuxième année, il faut lire le mot, pas OK. faire les sons. Alors, ils doivent lire les non-mots et les OK. points de repère sont différents pour la facilité à lire les non-mots. Mais Ouais. oui, ça change. En première année, ils peuvent faire les sons. Il peut faire les sons, puis ou lire. Mais ce que je trouve intéressant comme je suis au début avec Keenest Reading French, mais de voir entre Dibbles, ils reçoivent des points pour avoir lu les sons et puis le mot. Mais ce que j'ai trouvé intéressant en Acadian, c'est qu'il faut lire le mot pour recevoir le mot. Et En c'est pas deuxième les année. sons individuels puis le mot. Alors, je trouve ça vraiment intéressant à En voir. première année, ils peuvent faire les Ouais. sons ou le mot ou Ah, les OK. deux. Mais en Oui, deuxième année, il faut lire le mot le complet. mot. Ah, OK, Et parce merci, que c'est des intéressant. non-mots,
nos élèves sont pas vraiment Ouais. habitués à lire des non-mots, hein? Ouais. Ouais. Ah, très intéressant, merci. Mhm. D'autres questions, d'autres choses que vous voulez discuter au sujet? Je voulais juste vous montrer comme le dépistage précoce. Je sais que c'est un peu, on ne sait pas comment, ça va bien, ça va moins bien avec les points de repère, mais c'est pas exactement les points de repère qu'on a besoin de voir, c'est comment on peut aider nos élèves. Quelle information est-ce qu'on peut avoir sur nos élèves et sur ce qu'ils peuvent faire? Alors, on retourne à notre livre. On va revenir à l'idée de développer la fluidité en réfléchissant à l'idée d'accumuler, c'est en anglais, kilometers on the page. C'est pas exactement la même chose en français, mais on pense de la pratique ici. Et si vous faites partie du groupe de coaching qui se rencontre les lundis, ce lundi à 11h30, on va discuter de la pratique et de comment lier le dépistage et la pratique. Alors, si vous venez au réseau de coaching, c'est ça qu'on va faire lundi à 11h30. Smart et Glaser, les autrices, affirment que la pratique de la lecture qui développe la fluidité doit être orale, planifiée et contrôlée. Alors, aux pages 133 et 134 du livre, vous allez trouver une liste de lignes directrices simples pour aborder la question de la motivation des lecteurs en difficulté et de la pratique. Et encore une fois, on doit le faire, tout de suite le plus tôt possible avec nos élèves en difficulté parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Alors, quelques idées que j'ai lues, que j'ai trouvées qui seraient super bien utilisées, c'est pratiquer plus souvent, mais de faire en petits moments qu'on a besoin, plusieurs fois par jour, plutôt de faire des longues sessions de pratique moins souvent. De développer l'automatisme en pratiquant des sous-compétences. Alors, comme on a dit, les noms des lettres, le son des lettres, ou peut-être des mots. Euh, L'encodage. Alors, on n'oublie pas l'encodage. On parle un peu de ça sur la page 166. On doit relier l'écrit au son et le son à l'écrit. On doit aussi inclure la compréhension. Alors, demander à l'élève de vous parler de ce qu'il ou elle a lu. On peut utiliser des textes décodables. On peut aussi modéliser. C'est important que, comme enseignant, on fait beaucoup de modélisation et qu'on donne un retour immédiat sur les mots manqués et demander aux élèves encore de relire la phrase. Et on peut demander aux élèves de noter leur propre progrès. Alors, si vous n'avez jamais fait ça, c'est super intéressant. Ils sont vraiment motivés quand quand ils voient du progrès et quand ils le font eux-mêmes. C'est visible, c'est réalisable, et on a des modèles dans le livre que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Alors, l'exposition répétée à des mots de haute fréquence et le fait que la pratique et le développement de l'automatisme peuvent se faire au niveau des mots permettent à nos élèves d'améliorer leur fluidité grâce à une reconnaissance visuelle instantanée. Lors de notre dernière session, on a parlé de ce qu'est un mot automatisé et que tous les mots veulent grandir pour devenir des mots automatisés. Si on reprend rapidement cette idée, tous les mots qui peuvent être lus automatiquement sont des mots, on a dit ça en anglais, des sight words. Um, c'est soit fréquent, moins fréquent, régulier ou irrégulier. C'est l'idée que les mots deviennent automatisés. Um, Pas tous les mots, pas tous les sight words sont des mots de haute fréquence. On a aussi discuté que l'élève doit décoder et lire un mot plusieurs fois et ce nombre va varier entre enfants pour qu'il soit orthographié, qu'il soit, on a dit en anglais orthographic mapping, mappé orthographiquement, oui, et qu'il puisse être retrouvé en permanence sans effort. L'enseignement direct et systématique du code, la pratique du processus de décodage pendant la lecture et l'exposition répétée à des mots de haute fréquence sont les éléments qui, au fil du temps, contribuent à l'enrichissement des mots automatisés qu'un élève connaît. Puis, il y a des mots qu'on peut reconnaître immédiatement, automatiquement. Euh, le plus que les élèves peuvent faire ça, le moins d'énergie va être pris
cognitivement et ils ont plus de temps pour faire la compréhension, plus d'espace pour faire la compréhension. Pensons maintenant à la planification. Je sais qu'on achève notre temps ensemble, mais la planification de la pratique au-delà des niveaux des mots. Il y a une banque d'activités à partir de la page 157 et quelques-uns qu'on a ici. Lecture en écho. Alors, l'enseignant ou le lecteur plus fort lit une brève section du texte pendant que l'autre lecteur suit. Deuxième lecteur lit ensuite le même texte immédiatement après. C'est ici, la caractéristique qui est essentielle ici, c'est que les élèves doivent suivre en utilisant leurs doigts pendant que le premier lecteur lit, afin qu'ils ne font pas seulement imiter ce que le premier lecteur a fait. J'ai déjà dit, modélisation, c'est extrêmement utile que les élèves entendent un lecteur qui est précis et fluide. Lecture orale simultanée dans cette intervention. Il y a beaucoup de détails dans le livre. L'enseignant, c'est à côté de l'élève et peut diriger sa voix vers l'oreille gauche de l'élève. Et l'enseignant déplace le doigt de l'élève sur la ligne, sur le texte, en même temps de parler dans leur oreille. Et c'est une voix avec expression, un bon rythme et un peu plus fort. Encore à la page 160, il y a beaucoup plus de détails. C'est intéressant. Et enfin, oui, notre lecture répétée. Il existe des différentes façons de procéder et on va parler un peu plus de lecture répétée. Et ça fait l'objet de recherches approfondies et c'est vraiment l'idée que ça va améliorer la précision, ça va améliorer le débit et la prosodie et la compréhension. Pour les plus jeunes lecteurs ou les lecteurs en difficulté, cette stratégie peut également être utilisée au niveau des sous-compétences. Alors, peut-être travailler avec des mots ou les noms des lettres ou les sons au lieu de tous des grands passages, des grands textes. Je pense que MJ peut mettre le lien dans le chat. C'est en anglais, mais c'est un guide de mise en œuvre par Stephanie Stoller que vous pouvez également trouver dans la bibliothèque de ressources de OnLit. Super accessible, super intéressant au sujet de la lecture répétée. Je voulais aussi vous montrer la vidéo. On ne va pas regarder aujourd'hui la vidéo, mais on va vous mettre le lien dans le chat. C'est Alexandrie qui va présenter des façons de pratiquer la fluidité. Alors, on va vous mettre le lien là. Et notre dernière conclusion ce matin, notre dernier point clé à retenir, il est prouvé, je l'ai dit tout au long, qu'il ne s'agit pas d'aller le plus vite possible en lisant. La recherche a montré qu'un rythme conversationnel, oh mon Dieu, le français, est plus approprié pour les élèves et permet une meilleure compréhension. Cela dit, nous voulons aussi que nos élèves aient une vitesse suffisante pour permettre la compréhension. Alors, les mauvaises lectures, ça va lentement, mot par mot. C'est pas connecté, c'est trop lent pour maintenir la compréhension. Les bons lecteurs vont lire avec précision, ça va être fluide et on va avoir de l'expression. Et en finissant, on se rappelle encore de notre STEPS, notre acronyme qui est présenté ici avec notre leçon. À la fin de ce chapitre, on a un exemple de plan de cours pour un petit groupe où l'accent est mis sur l'acquisition de la fluidité par la lecture répétée, mais il y a aussi l'enseignement du vocabulaire et du décodage. Alors, je vous encourage d'aller voir ça dans votre livre. Et encore, comme toujours, j'ai quelque chose, un podcast. Jan Hasbrook qui fait beaucoup, beaucoup autour de la fluidité. Alors, c'est dans la première saison de Reading Road Trip, mais c'est excellent si vous voulez en savoir plus. Et c'est tout pour ce matin. À la prochaine, je vais vous voir samedi le 6 avril pour parler de la compréhension en lecture. Et comme je vous ai dit, je vais être à la conférence de la OPLV.
Ça va être, je ne vais plus être la présidente par ce matin-là. Alors, on va parler ensemble. Et avant de partir, je voulais vous rappeler que pour notre journée pédagogique, je sais que d'écoles de conseil dans la province ont changé leur journée pédagogique au 8 avril. Alors, le matin, en anglais, Syntax Party, l'après-midi, en français, le dépistage précoce et l'enseignement explicite. Si vous n'avez pas une journée pédagogique, ça va être enregistré et vous pouvez le voir quand vous avez le temps. C'est tout pour ce matin. Merci d'être venu et je vais vous voir en 2 semaines.